Bienvenue à cette présentation de l'Association du Québec à Compostelle, région de l'Outaouais. Ce soir, on a une présentation du Puy-en-Velay à Figeac, chemin de fraternité, gratitude et spiritualité par Anne Massicotte le 29 novembre 2023. Oui, vas-y. Bon, OK, on reprend. Alors, de ce que je vais parler ce soir, je vais vous expliquer pourquoi je suis partie sur le chemin de Compostelle. J'aimerais aussi parler de la différence entre un touriste, un randonneur et un pèlerin. Et qui dit pèlerin, pèlerinage. Je vais vous expliquer le choix du chemin que j'ai fait et comment j'ai voulu donner un sens à mon chemin. Je vais vous présenter quelques étapes pour comprendre un petit peu ce que j'ai vécu sur le chemin et aborder à la fin la spiritualité pèlerine. Je vais finir avec un petit peu d'humour sur le chemin et au retour, comment actualiser dans ma vie ici ce que j'ai vécu. C'est le doigt magique, Pierre. Merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, quand je vais parler un peu de notions plus théoriques, un pèlerin, puis la spiritualité, j'ai lu un livre qui s'appelle Marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin. Ça vient des éditions Novalis et c'est écrit par Brigitte Arouni et Éric Laliberté. Ce sont deux Québécois qui ont marché beaucoup et qui ont étudié le phénomène des pèlerinages et assez profondément pour en éditer un livre. J'ai une copie ici, ceux qui veulent le feuilleter, mais c'est un livre que j'ai lu 3 fois. Alors, c'est un bon livre. Pourquoi partir sur le chemin? On dit toujours qu'il y a autant de pèlerins et autant de raisons. Des gens vont sur un chemin pour des fois réfléchir à leur vie professionnelle parce qu'ils ont besoin d'une certaine évasion. J'ai envie de vous dire qu'il y a autant de pèlerinages aussi qu'il y a de raisons. Moi, mon pèlerinage, je devais le faire en 2019. Je prenais ma retraite à ce moment-là, puis je me suis dit, quelle belle occasion de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire durant ma retraite. Maintenant, comme je vous dis, je partais avec ma sœur et à une semaine de notre départ, ma mère est tombée dans son appartement, elle est hospitalisée, elle a eu une pneumonie et finalement, elle est décédée à quelques jours de notre départ. Alors à ce moment-là, on a tout cancellé. On a fait les funérailles, on a vidé l'appartement de maman. Alors finalement, le Compostelle que j'ai appelé finalement 1.0, il n'a pas été fait. Ensuite, ma sœur et moi, on s'est repris. On s'est dit pourquoi pas de le faire à l'été 2020, ne sachant pas que la pandémie s'en venait. Et là, je m'étais dit comme plutôt, je devrais peut-être plutôt réfléchir justement au deuil de ma mère, réfléchir aux valeurs et l'héritage spirituel qu'elle m'a laissé. Et puis, c'était aussi dans l'esprit que ma sœur et moi, on partait, mais ma mère, à l'âge de 82 ans, avec sa jeune sœur de 80, elles étaient parties toutes les deux sur le chemin Frances et avaient marché 150 km et obtenu leur Compostela. Fait que là, on s'est dit pourquoi on va prendre ce thème-là pour marcher. Finalement, la pandémie est arrivée, notre projet de juin 2020, on ne l'a pas réalisé. J'arrive au Compostelle 3.0. C'est celui qui a fonctionné et que je vais vous parler aujourd'hui. Et cette fois-là, pour ma raison de partir, la retraite, j'étais déjà bien entamée dans ma retraite. Le deuil de ma mère, je trouvais que je l'avais bien intégré et j'étais rendue à la gratitude, comme un grand merci à la vie. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai fait intégrer cette valeur-là. J'aimerais savoir aussi, je me suis questionnée sur la différence entre un touriste, un randonneur ou un pèlerin, et j'ai trouvé les réponses dans le livre que je vous ai parlé tout à l'heure. On dit qu'un touriste, le but, c'est de visiter. Le temps, souvent, va être une contrainte, puis on veut voir le plus possible en le moins de jours possible. Puis on en veut surtout pour notre argent. Quand on est un randonneur, on veut voir du paysage, c'est un défi physique, il y a une détente aussi dans la nature. Et puis un pèlerin, c'est différent. Et cette année, je me souviens d'avoir été à une pratique un samedi et il y avait un des leaders du groupe qui a dit, en passant, là, on n'est pas un club de randonnée. On est un club, une association de pèlerins qui va aller marcher sur les chemins de Compostelle. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que justement, je m'étais dit, oui, c'est vrai, on est un groupe de pèlerins. Et le pèlerin, oui, c'est un randonneur, mais il veut donner un sens à son chemin.
Il accepte d'être transformé par une rencontre, une expérience. Des fois, il va avoir une quête ou une réflexion qui va s'articuler avec son chemin. Qui dit pèlerin, dit pèlerinage. Alors, un pèlerin, si on remonte à l'origine de ce mot, ça vient du latin perogere. C'est celui qui voyage à travers champs, c'est-à-dire celui qui emprunte un chemin inusité et va franchir des frontières. Bon, ça fait un peu Moyen Âge, mais de nos jours, on pourrait dire que voyager avec un sac à dos, puis faire des centaines de kilomètres sur des petits chemins, c'est emprunter un chemin inusité, parce que d'habitude, on s'en va en voiture, en autobus. Franchir des frontières. On peut parler de frontières, bon, France, Espagne, mais on peut peut-être parler aussi de franchir nos limites, essayer de se dépasser. Puis je ne parle pas seulement de défis physiques, mais peut-être si je suis une personne qui n'est pas débrouillarde, ben je me dis, je vais essayer de dépasser mes limites, puis être plus débrouillarde sur mon chemin. Alors, ça peut être plutôt pris à un deuxième niveau. Un pèlerinage, la définition, c'est un déplacement vers un lieu de dévotion, ce qu'on appelle des fois un sanctuaire. Mais ce qui est différent pour le pèlerinage de Compostelle, c'est que c'est vraiment la marche vers un sanctuaire. Et la marche, et j'ai l'écran majuscule et souligné, c'est la partie qui est très importante. C'est sûr, le sanctuaire, c'est la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, mais tous ceux qui marchent ne se rendent pas nécessairement à la cathédrale. Et c'est pour ça que les gens vont dire « Ah, j'ai fait Compostelle » ou « J'ai marché Compostelle ». On ne dira pas « J'ai fait Sainte-Anne-de-Beaupré ». C'est vraiment Compostelle, il y a une marche et ça fait partie du pèlerinage. C'est pour ça souvent qu'on va dire Compostelle, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage qui est important parce que cette marche-là va nous transformer d'une certaine manière. Ma sœur et moi, on a choisi le chemin qu'on appelle la Via Podiensis, qui est bien connue. Elle part de Puy-en-Velay, c'est au sud-ouest de la ville de Lyon, en France, et ça se rend jusqu'à Saint-Jean-de-Port-Joli, où certains vont aller jusqu'à Roncevaux. C'est un chemin d'à peu près 760 km. Ma sœur et moi, on en a marché le premier tiers, que de Puy-en-Velay à Figeac. On avait une fenêtre de 14 jours de marche qu'on pouvait faire ensemble, donc ça a été le choix de notre chemin. Pour vous dire qu'est-ce qui a balancé pour nous aussi, pourquoi qu'on a pris ce chemin-là. Tout d'abord, c'est un chemin qui est très bien balisé, ce qui est parfait pour des pèlerines inexpérimentées comme ma sœur et moi. On a des coquilles Saint-Jacques partout. Il y a aussi l'affiche GR65, Grande Randonnée 65. On va voir souvent des bandes horizontales blanches et rouges qui indiquent la couleur du chemin GR65. Et quand vous arrivez à une intersection, s'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, ceux qu'il ne faut pas prendre, on va faire un X sur ce chemin-là avec une balise, un X en blanc et rouge. Alors finalement, normalement, on ne devrait pas se perdre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous hésitez, il y a une statue de Saint-Jacques qui apparaît comme ça, tout bonnement, et qui va vous indiquer la bonne direction. Donc, on ne se perd pas. Le chemin est aussi sécuritaire. C'est des beaux chemins et il n'y a pas de grandes falaises à escalader ou des canyons où on pourrait se perdre. Et j'ai remarqué que plusieurs endroits où de temps en temps on empruntait un chemin goudronné, il y avait des affiches pour dire aux automobilistes de ralentir. Pour ceux qui ne sont pas trop sûrs de la sécurité du chemin et qui me diraient « Oui, mais Anne, la bête du Gévaudan, qu'est-ce que tu penses de ça, là? » Ben moi, je vous dis, c'est une légende. Cette bête-là du Gévaudan, elle rôdait dans les parages où on était, mais ça, c'est dans les années 1760, où cette bête-là, qu'on n'a jamais vraiment vue, a dévoré, semble-t-il, une centaine d'enfants et de mamans. Mais comme je vous dis, c'est une légende. J'ai trouvé que la beauté du chemin incitait beaucoup à la réflexion et à la méditation. Des belles forêts, des beaux alpages, c'était vraiment magnifique. Peu de trafic, pas d'auto. C'est aussi bien organisé en termes de gîtes. C'est un ancien sentier. Et puis, beaucoup de gîtes à toutes plusieurs étapes de kilomètres. C'est jamais un problème de se trouver un gîte. Et ils sont bien organisés pour le pèlerin aussi.
pour faire son lavage. Regardez le beau sourire que j'ai en train de faire ma lessive le soir en arrivant. Il y a toujours quelque chose pour étendre notre linge. C'est jamais compliqué à ce niveau-là. La demi-pension, c'est ce que les Français nous proposent, c'est-à-dire le souper, coucher, déjeuner. Et j'ai trouvé que surtout pour le souper, ça l'invitait beaucoup à la camaraderie. On mange au gîte avec d'autres pèlerins, on échange beaucoup. J'ai trouvé ça très enrichissant. On peut se faire des amis si on veut marcher avec d'autres personnes sur notre chemin. J'ai envie de vous dire aussi, vive la France. J'ai trouvé que la langue nous unit beaucoup et le Puy-en-Velay, c'est un chemin qui est beaucoup fréquenté par les Français. À peu près les 2 tiers des pèlerins sont des Français. La bouffe est toujours bonne. Partout chez les pèlerins, la bouffe est bonne. Et puis la culture aussi est là. Fait que c'était vraiment un coup de cœur pour ma sœur et moi. Donner un sens à mon chemin. Comme je vous dis, j'avais décidé d'incarner la gratitude pour ça comme étant un grand merci. Tout d'abord à mes parents, qui sont tous les deux décédés, mais je me disais, mes parents, ça a été les premières personnes qui m'ont aimé sur la terre. Ils m'ont instruit, ils m'ont éduqué, ils m'ont transmis des belles valeurs que j'ai aussi voulu transmettre à mes enfants. Merci à mon conjoint ici présent. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble, Michel et moi. Merci à mes 2 enfants qui ont 31, 33 ans maintenant. Ma grande famille, frères et sœurs, neveux, nièces, mes amis. Mais comment donner un sens à tout ça? J'ai décidé d'envoyer un courriel à toutes ces personnes significatives, bien sûr pas à mes parents puisqu'ils n'étaient pas là, mais dans le contenu de mon courriel, je parlais de mon projet de marche. Je leur ai montré la section que je voulais marcher, l'importance de leur amour, de leur amitié dans ma vie qui rend ma vie vraiment plus belle. Et puis je leur demandais d'envoyer soit un mot d'encouragement ou des pensées qui les animent, des choses inspirantes. Et là, je leur ai dit que chaque jour de marche va être dédié à une ou quelques-unes de ces personnes-là. Je vais leur dire quel jour que je vais marcher avec eux en pensée, puis que je vais relire le mot qu'ils m'ont envoyé ce jour-là. À la fin de la journée que j'ai marché avec eux en pensée, là, je leur ai envoyé un courriel avec une photo d'un paysage que j'ai vu dans la journée et je les remerciais d'avoir marché avec moi cette journée-là. Bien, les courriels que j'ai reçus étaient enthousiastes. Alors là, je me suis dit, OK, je me fais tout un petit document Word pour ne pas oublier personne. Alors là, j'avais décliné tous mes jours de marche. Là, je vous en montre seulement 3, avec l'itinéraire, le kilométrage. Et là, j'écrivais le nom des personnes avec qui je marchais cette journée-là. J'ai marché tout d'abord avec mes parents. Et là, j'ai relu des lettres que mes parents m'avaient écrites, mon père, ma mère. Il y avait aussi mon mari, mes enfants, ensuite ma sœur avec qui je marchais, son conjoint, et ainsi de suite. Et là, j'avais apporté les mots. En fait, je les avais toutes mis en photo sur mon téléphone pour être capable de les lire en chemin. Vous êtes peut-être curieux, quelle sorte de mots que j'ai reçus? Bien, c'était des mots pleins de sagesse. Il y en a que c'était une demi-page, il y en a que c'était plus court. Je vous en lis quelques-uns juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dans laquelle j'étais quand je les lisais. Accorder de l'importance à son propre bien-être mental et physique devant les obligations de la vie afin de se sentir plus plein à redonner autour de soi. L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Ça va bien aller, hein, on l'a entendu souvent là, les dernières années. Chaque pas que tu feras te rapprochera de ton objectif. Fais un pas à la fois, marche une journée à la fois et ton projet, tu le compléteras. Les gens que nous aimons sont le moteur qui nous permet d'avancer. Be the change you want to see in the world. Donc, j'ai trouvé que c'était des mots pleins de sens et de pensées qui pouvaient vraiment m'animer dans la journée pour faire des belles réflexions. Et moi, ça m'a donné moi-même et à ma sœur le goût de se trouver, nous aussi, une petite réflexion. Et moi, je me suis dit, le cœur est la clé du monde et de la vie. Et ma sœur Claire s'est dit, la route est longue, il faut aller jusqu'au bout. Alors, on part toutes les deux, pèlerines inexpérimentées, mais on a un grand cœur et on est vraiment déterminés.
Là, je vais vous présenter quelques étapes du chemin, juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce qu'on a vécu, Claire et moi. Alors, ça commence à Puy-en-Velay, c'est la ville de départ. C'est une ville d'à peu près 20 000 habitants. C'est dans une région volcanique située en Auvergne et on voit la silhouette de la cathédrale dans la photo. Il y a trois, je dirais, monuments emblématiques dans la ville. Il y a tout d'abord la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, qui est une église romane du 12e siècle. Et puis, cette église-là, elle est faite en pierre volcanique qui va du gris au ocre, qui lui donne cet aspect bigarré qui est très joli. Et c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le milieu, vous avez la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, qui est aussi une église, ou je dirais plutôt une petite chapelle romane du 12e siècle. Elle est sur-dessus d'un rocher volcanique d'une hauteur d'à peu près de 80 mètres et on y accède en marchant 268 marches. Et la troisième est la statue Notre-Dame de France. C'est une statue qui est en fonte et le métal fondu provient de 213 canons russes qui ont été pris lors de la guerre en Crimée de 1860. Et cette statue-là de Notre-Dame de France, on dit qu'elle veille sur la ville de Puy-en-Velay. À Puy-en-Velay, il y a les fameuses lentilles, les lentilles du Puy. Et là, j'apprends que c'est une appellation contrôlée. Et là, on ne parle pas de vin, on parle de lentilles. Je les ai dégustées à quelques reprises et c'est vrai qu'elles sont très bonnes. La verveine, cette petite plante aromatique. Alors, la verveine, je l'ai bu en infusion, je l'ai bu en sirop et je l'ai bu aussi en liqueur. Et la liqueur, ça peut varier de 18 à 50%. Vous choisissez votre concentration. Et donc, je vous dis que boire un petit coup de verveine, c'est bien agréable. Là, j'arrive à la journée du départ. Alors, j'arrive pour la messe des pèlerins. Et puis, on entre par une petite porte de côté. Et là, il y a la statue de Saint-Jacques. Et à côté, il y a une boîte avec des morceaux de papier. Et là, je lis ça et on me dit que c'est des intentions de prière. On peut écrire une intention de prière que l'on a. C'est tout à fait anonyme. On n'écrit pas notre nom. On met ça dans la boîte. Et puis là, le jour du départ, on va piger une intention. Puis on nous demande de prier pour cette personne-là le long du chemin. J'ai trouvé que c'était un bel exemple de communauté, de camaraderie, de chrétienté. Alors, je me suis prêtée au jeu, ma sœur et moi, pour participer à ça. Et puis là, après la messe, le prêtre nous dit de nous asseoir, tous ceux qui sont pèlerins, et on était environ, je vous dirais, 200 pèlerins assistés à la messe. Et là, le prêtre nous fait une bénédiction avant de partir, et puis j'avais la copie de cette bénédiction-là. Je vous la lis parce que je l'ai trouvée très belle. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui poursuivent leur pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Et là, le prêtre nous dit toutes de nous asseoir. Il nous demande d'où on vient. Alors là, il nomme différentes régions de la France. Comme je vous dis, beaucoup de Français. Il y en avait de Lyon, de la Normandie. Puis ensuite, il nomme des pays. Et puis là, quand c'est ton pays, ben, tu te lèves ou tu lèves la main. Alors, il y avait des gens de l'Irlande, aussi loin que l'Australie, États-Unis, mais tout d'un coup, on nomme le Canada. Alors, ma sœur et moi, on se lève. Et là, on remarque 3 autres Canadiens qui se sont levés aussi. J'ai trouvé que par cette simple geste-là que le prêtre a posé, ça a quand même fait une certaine fraternité déjà sur le chemin de repérer des gens. Et ma sœur et moi, je vous dis, on s'est fait repérer, puis vous allez comprendre pourquoi qu'on s'est fait repérer, en particulier par une autre personne. Et là, j'ai trouvé que c'était magique après ça, parce que finalement, d'où on part, il n'y a pas vraiment de porte arrière ou de porte arrière pour l'Église. C'est que la porte, elle est sous le plancher. Et cette porte-là, c'est des grilles, et c'est à peu près au tiers avant de la cathédrale. Alors, quand c'est le temps de partir, on entend un grondement, c'est les grilles qui s'écartent du plancher.
Et là, on voit un tunnel, c'est les escaliers et c'est le début du chemin. Moi, j'ai trouvé ça magique et on s'engage avec notre sac à dos dans l'escalier. Ma sœur et moi, on est tout excités, c'est nos premiers pas, on descend les marches. Je lui dis, il faut prendre une photo pour immortaliser ça. Et aussi, on prend un petit caillou sur le chemin, sur le parvis, et je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait après avec ce petit caillou-là. Et là, tout de suite après ça, il y a une femme qui vient nous parler. Je vous montre sa photo, c'est Madeleine. Et puis là, c'est une photo, j'avais pas de photo d'elle sur le parvis. Et elle nous dit qu'elle est française, qu'elle vient de Auxerre et qu'elle nous demande si on vient du Québec et on lui confirme que oui. Elle nous avait repéré justement lors de l'interrogatoire du prêtre. Et puis elle nous dit qu'elle a une fille à Montréal. Et puis on regarde un peu les gîtes où on va coucher. Puis le premier gîte, on est tous les deux au même gîte. Là, on a dit, ben, nous, il fallait retourner à notre gîte parce qu'on n'avait pas notre sac à dos, on n'avait pas tout à fait bien déjeuné, on était parti vite pour la messe. Madeleine, elle était prête à partir, puis on s'est dit, ben, on se reverra ce soir au gîte. Mais c'était le début d'une première camaraderie. Là, on est en route vers Montbonnet, c'est notre première journée, c'est une photo de ma sœur, on commence dans une petite forêt dès qu'on a laissé la ville de Puy-en-Velay. Et vers la fin de la journée, on arrive à la chapelle de Saint-Roch. On dit que c'est le patron des pèlerins. Saint-Jacques est aussi le patron des pèlerins, mais il y a Saint-Roch aussi. Ça, c'est une petite église romane du 12e siècle. Et je ne connaissais pas Saint-Roch. Alors, je vais vous parler de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est un monsieur qui a vécu dans les années 1350, qui vivait à Montpellier. Et à cette époque-là, il y avait une épidémie de peste noire en Europe qui était très, très sévère. Et puis, on dit qu'à peu près le tiers de la population était décimée. Et ce monsieur-là a abandonné richesse et tout. Il est parti sur le chemin et décidé d'aller en Italie puis de soigner des gens qui étaient atteints de la peste. Il a fait ça pendant 3-4 ans et dans la dernière année, lui-même était atteint de la peste. Et à ce moment-là, il s'est reclus dans une forêt. Et puis, on dit que c'est un ange qui descendait tous les jours pour le soigner. Et il y avait un chien qui allait lui porter un morceau de pain tous les jours. Et le monsieur a survécu à la peste et il a fait bien d'autres choses par la suite. Alors, quand vous voyez une statue de Saint-Roch, vous le voyez souvent en pèlerin. Il a un chapeau, il a la cape du pèlerin, il a son bourdon, ce qui est en fait le bâton du marcheur, souvent avec une coquille Saint-Jacques. Il vous montre sa plaie de la peste qu'il a sur la jambe et vous le voyez avec le chien qui a son morceau de pain quand il était dans la forêt. Au deuxième jour, on descend la vallée de l'Allier. L'Allier, c'est un affluent de la Loire. Et la deuxième journée, on fait beaucoup, beaucoup de descentes. Pour arriver ici à Monistrol d'Allier, c'est un pont qui a été construit par Gustave Eiffel, conçu et construit par son équipe, et qui franchit l'Allier. Et quand j'ai regardé la date à laquelle ça avait été fait, ça disait 1887-1888. Ah, ben je me suis dit, c'est juste entre deux petits contrats qu'il a fait ça. Le contrat de la Statue de la Liberté à New York et la Tour Eiffel à Paris. Ah, ben coudonc, un monsieur pas mal occupé finalement, mais qui a eu le temps de faire ce pont-là. Ici, je vous présente Salem. C'est notre hospitalier qui est à cet endroit-là, au repos du pèlerin. Et j'ai trouvé que Salem était une personne qui incarnait vraiment les valeurs du pèlerin. Il avait été lui-même longtemps pèlerin avant d'ouvrir son gîte. Quand on est arrivé, pas longtemps après, il y a un itinérant, ou ce que les Français appellent un SDF, sans domicile fixe, qui arrive au gîte et puis il s'assoit à terre à côté du gîte. Et là, je remarque que Salem est allé lui chercher une petite bière et il a apporté un bol d'eau pour son chien. Après ça, on soupe. Et puis là, Salem, il a le don au souper d'aller voir tout le monde, de présenter tout le monde à tous et chacun. Et puis, il crée vraiment une belle ambiance à la table. Et ça parle français, ça parle anglais. C'est magnifique. Le soir, on monte se coucher, mais je remarque que l'itinérant se couche sur le trottoir, juste devant le gîte. Et là, je remarque que Salem va lui porter une couverture. Encore un petit geste que je trouvais vraiment délicat de sa part. Et le lendemain, avant que l'itinérant parte, Salem est allé lui porter un verre de jus d'orange. Alors, je fais remarquer tous ces petits gestes à Salem et il me dit
Mon nom en arabe, c'est Salem. Salah, ça veut dire bonté. Alors il dit, c'est comme, ça fait partie de moi. Salem, avant de partir, prend cette photo-là de moi et ma sœur. Il nous appelait toujours les sœurs massicottes, toujours de manière très affectueuse. On était avec nos deux petits manteaux jaunes, toujours facile à repérer sur le chemin. Et c'est une très belle photo que j'ai d'ailleurs mis en page couverture de mon album photo. Ici, petit rituel. Vous avez remarqué que sur le chemin de Compostelle, en tout cas celui que l'on faisait, il y avait énormément de croix jalonnées un peu partout sur le chemin. Et là, ma sœur me dit, te souviens-tu que maman disait une petite prière à chaque fois qu'elle passait devant une croix? Alors là, ma sœur a dit, oui, oui, je vais te la dire. Alors ça va comme suit. Ô croix des croix, toi qui sauvas le roi des rois, à toi nos cœurs pour toujours. Alors là, ça a réveillé un souvenir dans ma tête. Et puis on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait voir une croix, et on en a vu beaucoup, qu'on allait faire cette prière-là. Mais là, des fois, on s'aperçoit qu'on est avec d'autres pèlerins quand on marche. Et puis là, la première fois, on était un petit peu gênés de dire, ben, nous autres, on s'arrête ici à la croix, puis on a une petite prière à faire. Mais les pèlerins avec qui on était, ils ont écouté ça. Puis là, ils ont dit, ah ben nous aussi, on va apprendre la petite prière parce qu'ils voulaient la faire avec nous autres quand on allait voir d'autres croix. Là, on s'embarque vers le plateau d'Aubrac. C'est magnifique, des beaux plateaux d'alpage. Et puis, c'est juste que c'est un peu froid. C'est à 1000 mètres d'altitude. Et là, on s'habille chaudement le matin. Il peut faire 2 degrés. Des fois, il y a un petit peu de frima sur le gazon. Mais ça fond très rapidement quand même dans la matinée. Là, on va marcher sur une ancienne voie romaine, la Via Agrippa. C'est magnifique. C'est vraiment une très belle partie du chemin. Et on rencontre la vache d'Aubrac, pour qui on craque. On dit qu'il y a plus de vaches en Aubrac qu'il y a d'habitants. Cette vache-là, c'est une vache de viande. Elle est superbe. Elle est toujours de couleur chamois. Elle a 2 petites cornes, que ce soit le mâle ou la femelle. Elle a un beau museau, puis elle a des beaux yeux noirs avec des grands cils. On dit qu'elle gagne à tous les concours de foires agricoles, et je le crois. Ici, c'est la camaraderie sur le plateau d'Aubrac. Tout d'abord, à droite, le monsieur qui est là avec son chapeau, c'est un ancien Canadien. Il s'appelle Jean-Luc, il a 78 ans, il marche toujours des chemins à chaque année et ça fait 40 ans maintenant qu'il vit en Belgique. On a d'autres marcheurs aussi, on a d'autres randonneurs, on a André qui est ici à gauche, Madeleine, et au fond, au début, on a pris toutes les tables à pique-nique, les quelques pèlerins qui on était ensemble. Puis ensuite, il y a des gens qui sont arrivés qui étaient des randonneurs qui venaient de Gaillac. Et là, on a dit, ben, on va se tasser un petit peu, on va vous faire de la place. Ils se sont assis avec nous et là, pour nous remercier, ils ont dit, ah, on a une petite bouteille de vin. Fait que là, on s'est séparé le vin. C'était juste sympathique. On arrive ici à Aumont-Aubrac. On est assis à la table avec des pèlerins, mais aussi avec les randonneurs qu'on avait rencontrés dans la journée. Et notre hospitalier nous fait ce qu'il appelle de l'aligot. C'est une pomme de terre mousseline dans laquelle on a fait fondre une tome de chèvre. C'était super bon. Et en plus, on avait un rose beef. Mais là, j'avais un petit mal de cœur dans le sens, j'étais un petit pincement de cœur. Je me disais, j'espère que c'est pas la belle vache d'Aubrac dont j'ai pris la photo ce matin. Enfin, le rose beef était bon. Là, ici, on arrive le 20 septembre. C'est une date plus spéciale pour ma sœur et moi. C'est la date de fête de ma mère. Et en cette journée-là de 2022, ma mère a eu 100 ans. Elle est décédée à l'âge de 97 ans. C'est dans cet esprit-là qu'on arrive à la tour des Chapelains, une belle tour médiévale qui a environ 500 ans. Et il y a 3 chambres à coucher. Ma sœur et moi, on en habite une et il y a 4 autres pèlerins. Et là, l'hospitalière nous fait le souper. On arrive les 6 et on s'installe. Et puis ma sœur et moi, on s'était dit, ah mon Dieu, si maman avait été là, on aurait fait un beau souper de famille. Alors, en face, on a un couple, et je reconnais que c'est un couple qui s'était levé quand on avait dit le Canada. Alors, ils se présentent, c'est des gens du Yukon. Le monsieur s'appelle Louis, et pas la jeune femme, sa conjointe s'appelle Marie. Ça peut paraître anodin, mais chez nous, on est 4 enfants. Louis, c'est mon frère le plus vieux.
Ensuite, il y a Claire, ma sœur, avec qui je marche. Il y a moi, Anne, et ma plus jeune sœur s'appelle Marie. Ah, la coïncidence est juste cute. Le couple à côté, je leur demande le nom. Le monsieur s'appelle Gérard. Ah, ben là, ma sœur puis moi, on se regarde. Mon père s'appelait Gérard. Alors là, je demande à la dame à côté, est-ce que votre nom serait Colette? La dame, elle me dit, oh non, elle dit, je m'appelle Violaine. Elle dit, pourquoi vous me demandez si je m'appelle Colette? Alors là, je lui explique que c'était le nom de ma mère. Et puis, j'ai dit, pour ce soir, on va vous appeler Colette. Alors, on a bien rigolé avec tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était juste un beau petit clin d'œil de la vie, même si la coïncidence n'était pas 100% parfaite. Ainsi que le lendemain, on a décidé justement de marcher en famille. Et ce jour du 21 septembre était aussi significatif pour ma sœur et moi parce que c'est la date où maman elle est décédée. Elle est décédée 1 an après avoir eu son 97 ans. Alors, à gauche, vous avez Violaine baptisée Colette. Et ensuite, c'est le grand monsieur, c'est Louis. Ensuite, il y a sa conjointe Marie. Alors, ils viennent du Yukon, mais Marie parle très bien français parce qu'elle est originaire de Montréal. Ensuite, il y a ma sœur Claire. Ensuite, il y a Gérard et moi complètement à droite. Alors, c'est notre famille et on a marché ensemble ce 21 septembre. Ce jour-là, on arrive à la fin à l'église, en fait, dans le village de Saint-Côme-d'Ault, qui a une très belle église avec son clocher vrillé. Alors, on était visiter ça ensemble, la famille. Et puis, à l'intérieur, il y avait quelques lampions d'allumés, mais on a allumé un de plus, vu que c'était l'anniversaire de décès de notre mère. On continue notre voyage. Ici, c'est l'église qu'on appelle de Perse. C'est une église romane du 12e siècle. On voit encore les belles fresques au plafond. C'est magnifique. On passe par le village d'Espalion. C'est un village à peu près, une commune d'à peu près 5000 habitants. Et ça se trouve être le long de la rivière le Lot. Et puis, la belle maison que vous voyez avec les tourelles, c'est l'ancien palais de justice. C'est vraiment une belle commune médiévale. Ici, on a les deux ponts. Le premier qu'on voit, c'est le pont vieux, pas très original, mais c'est ça. C'est un pont qui date du 11e siècle. C'est un pont qui est seulement piétonnier. Et le deuxième qu'on voit au fond, c'est le pont neuf, mais neuf veut dire 1846. Et celui-ci est vraiment pour le trafic routier. À Espalion, on croise, il y avait comme avoir l'air d'un vieux, un gros gymnase avec comme un genre style de grosse bulle. Et puis, on entendait du bruit, puis on a décidé de rentrer dans le gymnase. Et puis, on voit que c'est des courts de tennis. Et là, j'étais avec Madeleine et ma sœur, et les deux, ce sont des grandes joueuses de tennis. Et on voit deux messieurs qui étaient assis sur un banc. On commence à jaser avec eux autres, puis là, ils nous disent qu'ils jouent au tennis, puis qu'ils ont 82 puis 80 ans. Fait que là, on commence à les agacer. Oui, oui, vous jouez au tennis, mais là, vous êtes assis sur un banc, là, tu sais, c'est pas, là. Fait que là, il dit, non, non, on va aller vous faire une petite démonstration. Alors, ils sont allés jouer au tennis, puis franchement, ils étaient vraiment bons. Je me suis dit, j'aimerais ça être aussi en forme que ça à leur âge. Alors, je vous présente Michel, 82 ans, et Bernard, 80. Tous les jours qu'ils me disent. On continue notre chemin et on est toujours finalement un petit groupe de réguliers. Je vous les présente. À gauche, Anne-Marie et son conjoint Philippe. Ce sont deux Français de Lyon. Dans le milieu, on a Saint-Jacques qui nous accompagne cette journée-là. Ensuite, il y a ma sœur Claire, puis vous voyez à droite Madeleine, et moi, c'était moi qui prenais la photo. Ensuite, on arrive à Estaing. Estaing, c'est une petite commune d'environ 500 habitants. Et vous avez encore là un pont, et ça l'enjambe le Lot, mais regardez comment la sécheresse est importante en France. Il n'y a quasiment pas d'eau dans la rivière à ce niveau-là. Vous avez le château d'Estaing. C'est un château qui date entre 11e et 14e siècle, qui est habité par la famille d'Estaing, et puis qui s'est éteinte dans les fins du 1795. Mais ce château-là a été racheté par Valéry Giscard d'Estaing en 2005 et c'est encore son château privé. Ensuite, on traverse le village d'Espérac et un monument pour commémorer les morts durant la Première Guerre mondiale.
c'est la troisième fois durant mon voyage que je vois des monuments érigés à la mort des soldats de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui me frappe ici, c'est que Espérac est un village d'à peu près 250 habitants et ils ont sacrifié 80 enfants, j'appelle ça des jeunes adultes, des garçons qui sont allés à la guerre et qui sont morts. Le village a sacrifié le tiers de sa population, en fait, toute sa jeunesse. Alors, on peut voir les grands sacrifices que les Français ont eus durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et ça m'a fait réfléchir. On arrive à Conques. Conques, c'est festif. Beaucoup de Français terminent leur pèlerinage à Conques. Ils se disent qu'ils vont continuer l'année prochaine à faire le chemin du Puy. Mais Conques est surtout connu, et Jean-François qui est ici dans la salle le connaît bien puisqu'il est hospitalier à cet endroit-là. C'est l'abbaye de Sainte-Foy. Moi, je trouve que ça ressemble à un monument qui sortirait d'un conte de fées. C'est une abbaye romane qui a été construite dans le 11e ou 12e siècle. C'est vraiment magnifique. Et c'est là qu'on a passé la nuit. C'est une petite ville au décor de cinéma, la ville de Conques. C'est festif, mais c'est aussi un peu triste parce que notre groupe régulier de marcheurs, vous voyez encore Philippe, Madeleine dans le milieu, puis Anne-Marie complètement à droite, ben, vont nous quitter parce que c'est la fin de leur pèlerinage. Alors, on fête, mais quand même, c'est un petit peu triste parce qu'on s'est attachés ensemble sur le chemin. Quand on quitte la ville de Conques, on passe ce pont que des fois les gens appellent le pont romain, mais semble-t-il qu'il faudrait dire plutôt le pont romieux, qui veut dire en langue d'occitan, le pont des pèlerins. Alors on passe le pont, là on est juste ma sœur et moi, et on commence à monter. C'est une grande montée de 500 mètres, quelque chose comme ça. Et dans la montée, ou pas encore tout à fait rendu au bout, il y a une petite chapelle, la petite chapelle de Sainte-Foy, et la tradition veut qu'on sonne la cloche pour dire que tout va bien, on est sur la bonne route et puis on continue notre pèlerinage. Alors, ma sœur et moi, on continue la tradition et on sonne la cloche. On rencontre André. André qui est un Alsacien et il marche avec sa chienne Miss Lounès, qui a d'ailleurs un beau petit foulard dans le cou et son nom est brodé. Et puis, André, il a 75 ans. On l'avait croisé à quelques reprises, mais jamais pris une grande conversation avec lui. Il traîne un gros sac à dos parce qu'il bivouaque. Il a sa tente, sa gamelle, son sac de couchage. Et vraiment, sa chienne, vous le voyez, sa chienne est attentive à son maître. Elle est vraiment en amour. Puis on sent que quand André marche avec sa chienne, ils font vraiment une paire. Ils sont vraiment compagnons de route. Alors, je demande à André si je peux prendre une photo de lui avec sa chienne. Je prends une photo, puis après, je lui montre. Puis il me dit, « Ah, sais-tu, Anne, j'ai pas de photo de moi avec ma chienne. Pourrais-tu m'envoyer une photo? » Ben, je dis, « Certain, je prends son adresse courriel, je lui envoie la photo. » Quand je reçois un courriel ensuite d'André pour me dire, « Ah, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Quand je suis arrivée en haut de la côte, de la grande montée qui prend peut-être 1 heure et plus à monter, et je me suis aperçue que j'avais oublié le jouet de Miss Lounès. Et je connaissais le jouet de Miss Lounès parce que je l'avais vu souvent jouer avec sa chienne. C'était une petite balle qu'il avait mis dans un filet. Il faisait tournoyer le filet et il envoyait ça, et le plaisir de la chienne de courir après la balle et de lui rapporter. Alors il dit, j'ai pas le choix. J'ai redescendu toute la côte, je suis retournée au camping, j'ai repris le jouet et j'ai remonté. Il dit, ça l'a fait ma journée, je suis pas allée camper très très loin ce soir-là. Quel bon compagnon de route. Ici, on a rencontré Guillaume. Guillaume, c'est un jeune informaticien d'une trentaine d'années. Et puis on mangeait, ma sœur et moi, puis il a demandé s'il pouvait venir manger à notre table à pique-nique. Puis on a dit certain. Et puis moi, ça m'intriguait parce que je rencontrais quand même peu de jeunes sur le chemin. C'était plutôt des gens, je dirais peut-être de 45 ans et plus. Et puis Guillaume, plein de sagesse, me dit, « Ah, ben dis-moi, je décide de marcher à tous les 5 ans sur un chemin de Compostelle pour être bien certain que je suis sur le bon chemin de ma vie, que jusque-là, j'ai fait les bons choix professionnels, personnels. » Ben, j'ai trouvé que Guillaume avait plein de sagesse. Après le dîner, on remet nos sacs à dos.
Et puis Guillaume se demande s'il peut venir marcher avec nous, mais on a dit certain. Puis je remarque que Guillaume aussi a un gros sac à dos. Puis il me dit que lui aussi il bivouaque. Il traîne son sac à couchage sur sa tente. Alors lui, je lui demande, c'est-tu bien compliqué? Il y a un gros poids, tout ça. Il dit oui, le poids, mais il dit c'est pas si compliqué en France. Il dit quand c'est la tombée du jour, sur les terres publiques, on peut monter notre petite tente et le lendemain, à l'aube, on peut la défaire, puis il n'y a pas de problème. Sauf qu'il dit que c'est difficile pour laver son linge, prendre une bonne douche chaude. Alors, dans le prochain village où on arrête, là, Guillaume, il dit, moi, je vais vous laisser, je vais aller au centre communautaire, puis je vais m'informer justement si je peux prendre une douche, puis prendre une douche, puis laver mon linge. Ah, ben, j'ai dit, c'est parfait. Ma sœur et moi, on a continué, puis on a couché pas très loin de ça, et le lendemain, on a repris la route vers Saint-Jean-de-Mirabel. Et là, j'ai remarqué, il y avait une belle halte abri. Elle était vraiment belle. Il y avait des douches, il y avait des toilettes, il y avait une laveuse sécheuse. Puis là, on a dit, ah mon Dieu, ça serait le royaume pour Guillaume ici. Durant que ma sœur est aux toilettes, je regarde le babillard, des petites annonces. Et je ne vois pas ce petit mot-là que Guillaume me laissé la veille. Quel bonheur pour les pèlerins en bivouac de profiter d'une pause avec douche et électricité. Merci beaucoup, Guillaume. Et je me suis dit, Guillaume, toi aussi, tu es en train d'intégrer la valeur de la gratitude. Il sait remercier quand il trouve des belles installations. Alors, merci à Saint-Jean de Mirabel. Ici, on est rendu au Terli, qui est un autre gîte, et on rencontre Clémence. Clémence, elle a juste 32 ans, elle est déjà hospitalière. Elle a fait une technique en restauration de bâtiments historiques. Elle a restauré la grange qui est à côté de sa maison, et c'est dans la grange qu'elle accueille les pèlerins, mais ça n'a vraiment pas l'air d'une grange, c'est une belle maison en pierre. Elle fait très bien la cuisine, puis on sent chez elle une force, mais tout en douceur. Et chez Clémence, on rencontre Daphné et Clotilde et Olivier. Daphné et Clotilde sont deux étudiantes en médecine. Et puis, elles sont très proches, des bonnes amies, mais là, elles vont être séparées parce qu'elles vont aller faire leur résidence dans deux villes différentes. Daphné s'en va à Rennes et puis Clotilde s'en va à Montpellier. Et là, elle s'était dit, on va marcher 14 jours ensemble sur le chemin de Compostelle pour sceller notre amitié. Et on se dit qu'à chaque année, on va prendre du temps ensemble pour continuer le chemin. J'ai trouvé ça vraiment beau et elles avaient des voix superbes, Clotilde et Daphné. Daphné jouait très bien de la guitare et ce soir-là, puis un autre soir aussi à Figeac où on était avec elles, elles se connaissaient toutes par cœur des belles chansons de françaises, Dubrel, Yves Duteil, c'était magnifique. On arrive à Figeac. On a revêtu notre pèlerine, c'était une des premières fois où il pleuotait. Et on est fiers de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a vécu, mais c'est triste aussi parce que c'est déjà fini, c'est pas long, 14 jours de marche. Et puis là, vous allez voir le petit problème qu'on a, parce que quand je vous dis qu'un pèlerinage, c'est la marche vers un sacré. Mais à Figeac, c'est pas la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, on a un petit problème de finitude. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Et là, on avait nos deux petits cailloux, puis on voulait trouver une place pour déposer nos deux petits cailloux qu'on avait pris à l'église Notre-Dame-du-Puy à Puy-en-Velay. Mais on laisse pas ça n'importe où, nos deux petits cailloux. On erre dans la ville. Et tout d'un coup, on découvre cette église-là, qui s'appelle l'église Notre-Dame-du-Puy. Le même nom d'où venaient nos petits cailloux. À tout et dans tout. Fait que là, on s'est dit, c'est ici qu'on va laisser nos petits cailloux. C'est drôle, hein? C'est un petit geste, mais pour ma sœur et moi, ça nous a permis de finir notre Compostelle, de marquer que c'était notre point d'arrivée. Alors, c'est la ville de Figeac. La rivière que vous voyez là, c'est le Célé, et on voit la vieille ville. Je dis la vieille ville, c'est une belle ville médiévale. C'est des maisons du 15e, 16e siècle. C'est magnifique. C'est des belles maisons de riches parce qu'il y avait beaucoup de marchands à Figeac et ça paraît dans l'architecture de la ville. Mais la ville de Figeac, elle est connue pour un de ses citoyens, Jean-François Champollion. Pourquoi? C'est parce que c'est ce monsieur-là qui a déchiffré le secret des hiéroglyphes.
À droite, vous avez la pierre de Rosette, en fait la copie de la pierre dans ce qu'on appelle le musée des Écritures à Figeac. L'original, la pierre, se trouve au British Museum en Angleterre. C'est des Britanniques qui l'ont découvert en 1799 en Égypte. Et cette pierre-là, ce qu'elle avait de caractéristique, ça parle d'un décret d'un pharaon, Ptolémée V, 193 ou 194 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est le même texte qui est écrit 3 fois, mais en écriture différente. En haut, c'est écrit en hiéroglyphe. Le deuxième, c'est un égyptien démotique qu'on appelle, et le troisième écriture, c'est du grec ancien. Et M. Champollion a consacré 14 ans de sa vie, de 1808 à 1822, pour comprendre la signification des hiéroglyphes à l'aide des 2 autres écritures dont on connaissait un peu plus l'origine. Et finalement, les hiéroglyphes, c'est un mélange de sons phonétiques et aussi d'images, de symboles. Alors, bravo, M. Champollion. Alors là, c'est fini les étapes de mon chemin. C'est un peu pour faire vivre ce qu'on a vécu, ma sœur et moi, sur le chemin. Mais je voulais vous parler de spiritualité et celle spécifiquement du pèlerin. Le mot spiritualité, ça vient du mot latin spiritus, qui veut dire souffle ou esprit. Donc, ça désigne tout ce qui est relatif à l'esprit. Pas nécessairement le religieux, mais à l'esprit. Et on dit que la spiritualité, elle va s'exprimer par des gestes, des paroles, puis un mode de vie. Dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont parlé de la spiritualité pèlerine. J'avais lu le livre avant de partir, mais je n'avais pas tout à fait retenu cette notion-là. Mais j'avais vécu des choses sur le chemin et je ne savais pas comment les exprimer. Et en relisant le livre, j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était la spiritualité pèlerine. Alors, je vais vous décliner les 5 caractéristiques, mais je vais les prendre une après l'autre, puis vous allez voir que surtout ceux qui ont marché beaucoup, vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que je veux dire. On parle de frugalité, on parle d'engagement physique, on parle d'empreinte écologique, on parle de la temporalité de l'exercice et les mouvements relationnels. Compliqué? Pas vraiment, je vais les prendre un après l'autre. La frugalité, c'est la simplicité. On vit sur le chemin avec peu, puis on va se contenter aussi de peu. C'est sûr, c'est minimaliste qu'est-ce qu'on apporte parce que c'est le poids du sac à dos. Ici, je montre mon poids de sac à dos, 7,7 kg, c'est quand c'est 1 litre d'eau en plus de et puis j'ai mon lunch dans ça. Fait que ça diminue de poids en fin de journée, c'est magnifique. Ça fait appel beaucoup à de dépouillement et de la simplicité vu qu'on transporte tout sur notre dos. C'est vraiment un exercice d'abandon. Je ne peux pas tout apporter. Engagement physique. Marcher 18-20 km, il y en a qui peuvent en marcher 30. C'est quand même, ça prend un entraînement. On a une prise de conscience de nos limites et puis on apprend surtout à être bienveillant envers soi-même. Savoir quand s'arrêter, savoir quand dire je suis fatigué, j'ai besoin d'une pause, mon pied appelle à l'aide, j'ai une ampoule. Bienveillant envers soi-même quand on doit l'être aussi bienveillant envers son compagnon de route. Mais l'effort physique persistant, il a pour effet de rompre l'esprit et de l'ouvrir. Quand on est fatigué, on perd nos filtres, on revient à l'essence de nous-mêmes. L'empreinte écologique, c'est la création d'un lien avec l'environnement puis la nature qui nous entoure. C'est vraiment, on contemple la beauté de la nature et comme le chemin du Puy-en-Velay est vraiment beau, c'est facile de vivre cette valeur-là de la contemplation de l'univers. La temporalité de l'exercice. Ça, je vous le dis, ça n'arrive pas au jour 1. Ça arrive après 7 à 10 jours de marche, mais c'est merveilleux quand ça arrive. C'est qu'on va expérimenter un rapport au temps différent. Là, le temps naturel existe, mais le temps du tic-tac de notre montre, c'est oublié. C'est comme si on redécouvre notre pouvoir qu'on a d'agir à notre rythme. Le temps paraît s'étirer parce que j'ai le temps d'y goûter à chaque seconde, mais il n'est jamais long et il n'est surtout pas plate. C'est le respect du juste temps pour chaque chose. Tout d'un coup, j'ai le temps de contempler. J'ai le temps de jaser avec un autre pèlerin. J'ai le temps de me reposer sur une petite roche. J'ai le temps de respirer et j'ai le temps d'écouter les oiseaux, le vent, quoi que ce soit.
Il y a vraiment un lâcher-prise par rapport au tic-tac de notre montre. Et même si je suis à la retraite, je trouve que je suis occupée, j'ai des commissions, j'ai des rendez-vous, mais là, c'était dans un autre espace de l'univers où j'étais. Mouvement relationnel. Ça aussi, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Quand on est en chemin, on est en perpétuel mouvement, puis on va rencontrer toutes sortes de pèlerins. Puis on essaye entre solitude, je suis seule ou avec ma sœur, ou communauté, on rencontre un groupe de pèlerins avec qui on marche quelque temps. J'ai trouvé que les rencontres qu'on faisait étaient sans égard aux croyances. Il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des arabes, des musulmans, je veux dire. Sans regard au diplôme non plus, ce n'est pas des questions qu'on pose. L'âge n'a pas d'importance, l'origine ethnique non plus. C'est juste un espace de rencontre, de cheminement, d'entraide. Et je m'aperçois que la spiritualité pèlerine, ben, elle est conviviale. C'est juste une camaraderie spontanée qui peut être aussi très éphémère. Ça peut être une salutation souriante, ça peut être un repas partagé, une information échangée. C'est juste une invitation à rencontrer les autres autrement. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de compétition. C'est juste une présence humaine bienveillante. Et ça, je l'ai bien ressenti avec les autres pèlerins. Et quand je suis revenue de mon Compostelle, j'étais pas capable d'exprimer toutes ces valeurs-là, mais je savais que j'avais vécu quelque chose de spécial que je n'avais pas ressenti avant. Ceux qui me connaissent vont comprendre, j'ai décidé d'écrire un petit poème qui, vous allez voir, ne sachant pas à ce moment-là toutes les notions de spiritualité, je m'aperçois que je les avais quand même assez intégrées, mais comme spontanément. Alors, j'ai fait une ode au chemin, et quand je parle du il, eh bien, je parle au chemin. Le chemin, tantôt caillouteux, tantôt raviné, puis champêtre, goudronné ou forestier, rythme nos pas le jour entier. En montée pentue ou en douce inflexion, il nous incite à la réflexion et au dépassement de soi. Sans cesse renouvelé par les paysages traversés, jamais il ne nous lasse. Au prochain tournant, il nous réserve un beau moment avec un autre pèlerin jusqu'alors inconnu, mais dont la camaraderie sera bienvenue. C'est un chemin de lenteur, de paix et de bonheur, où les journées s'étirent et nos pensées s'allègent, seul le moment présent compte. Ça vous tente d'y aller, hein, peut-être? On est tellement occupés de nos jours. Là, je vais mettre un petit peu d'humour dans mon chemin. Là. Vous êtes peut-être loin dans vos pensées. Là, je vous ramène pour vous faire rire un petit peu. J'ai beaucoup aimé l'humour français, surtout exprimé par des pancartes tout le long du chemin. Alors ici, je vois cette pancarte qui est à côté d'une porte d'entrée. Et c'est écrit « Nous n'avons pas de sonnette. Petite trappe à souris, mais appuyez ici, nous vous entendrons. » Mais on ne l'a pas expérimenté, voyez-vous. Ça, c'est une affiche de tourisme à Puy-en-Velay. On voit 2 randonneurs et on dit « Ici, on sort de sa coquille. » Bon, les Français ont donc des beaux mots pour exprimer des choses. La pancarte nous dit « Viabilité hivernale non assurée ». Ça, c'est un petit chemin tout croche. Puis on se disait, ma sœur et moi, ça veut dire qu'en hiver, tu vas pas là. Parce que si tu es dans le trouble, ils viendront pas te chercher. Ici, c'est l'avenue de la retraite tranquille. On s'arrête et c'est écrit en dessous « Commune de j'ai bien bossé et j'en profite ». Ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement rien. C'est une date à oublier. On a passé devant le restaurant Le Pas Sage et devant le gîte Le Saint-Pas. Je suis de retour ici à Gatineau maintenant. J'ai vécu un beau Compostelle avec ma sœur. Je me demande comment actualiser ce que j'ai vécu. Bien, tout d'abord, sur ma valeur de gratitude, la première chose qui me vient à l'idée, il faut que j'écrive à l'association. Alors, j'écris à Charles, qui est le responsable des communications, pour remercier les bénévoles de la section Outaouais pour tous les services qu'ils offrent aux pèlerins.
Moi, j'ai bénéficié des marches de pratique à 2 fois par semaine. Ça m'a bien préparé. Journée de préparation technique. Croyez-moi ou croyez-moi pas, comme j'ai fait 3 tentatives de Compostelle avant que ce soit la bonne, j'ai fait 3 journées de préparation technique. 2 en Outaouais et 1 à Granby avec ma sœur. J'ai fait aussi les pots de pèlerin et c'est là que j'ai acheté ma pèlerine de seconde main à un pot de pèlerin. Et j'ai participé aussi au Festi-Marche, qui est 3 jours de marche continue d'une 20aine de kilomètres pour bien nous préparer sur le chemin. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, quand je parlais de notre association au Québec à des Français ou des gens de d'autres pays, ils nous regardent avec des grands yeux de savoir que tout ça se fait au Québec et leurs associations, semble-t-il, n'offrent pas autant ou pas du tout, surtout dans d'autres pays. Australie, Irlande, etc. J'ai décidé aussi de continuer à exprimer de la gratitude dans mon quotidien. Et là, ça peut être des choses vraiment très anodines. Cet été, je suis allée avec Michel, on s'achetait une tondeuse à gazon qui était à batterie. On arrive chez Loupro à Hall, il y a plein de monde, on attend notre tour. Un jeune homme vient nous parler et puis là, nous explique la tondeuse, comment recharger pour les batteries, etc., l'entretien. Là, on va passer à la caisse, mais on a plusieurs boîtes à emporter. Fait que là, je dis au monsieur, on va les laisser là, puis on va les apporter une à une dans l'auto. Le jeune homme me dit, ben non, j'apporte tout ça avec vous, on va partir tout ensemble, on va aller mettre ça dans votre auto. Ah, ben c'est bien gentil. Fait que là, il vient avec nous, on apporte toutes les boîtes, on met ça dans l'auto. Ah, ben là, j'ai dit, mon Dieu, vous êtes bien gentil, c'est quoi votre nom? Il me dit, Maxime. Ah, je dis, Maxime, tu étais d'une très grande gentillesse, je te remercie beaucoup. Je voyais qu'il avait un grand sourire, il était content, mais moi, ça me faisait plaisir de le remercier parce que vraiment, on avait eu un bon service. Comment actualiser ce que j'ai vécu encore? Je me suis dit que participer encore aux marches de pratique avec le groupe de Compostelle, c'était un bon moyen de continuer à vivre ce que j'ai vécu, à voir les expériences des autres aussi. Je m'étais écrit un livre de bord à tous les jours durant mon chemin et j'ai décidé de le relire et ça me remet dans l'ambiance parce que dans ça, je décris le chemin, les rencontres qu'on a fait, etc. Je me suis fait un livre photo que je vous montre ici. Un livre photo avec ma sœur et c'est un livre que, en fait, après l'avoir imprimé, j'ai pu, avec tous les gens toutes mes amis ou ma famille qui m'avaient écrit des mots, quand j'ai eu mon livre, ben, quand ils venaient me voir ou j'allais chez eux, j'ai apporté mon livre pour leur montrer les souvenirs que j'avais de Compostelle. Encore là, j'ai fait même un calendrier 2023. J'ai l'air de vendre ma salade, hein? Mais chaque mois est illustré avec des photos de Compostelle. Et puis, ça me permet à chaque mois de revivre mes souvenirs. Pardon? C'est combien? Je fais ça chez Jean Coutu et je le fais moi-même. J'ai trouvé qu'en parlant avec mes proches, ça me permettait aussi de rester branchée. Et on a gardé contact avec Madeleine, qui était notre fidèle. On faisait même un petit trio de sœurs. Et puis, on a gardé contact avec elle. On s'envoyait des petits courriels, des photos, tout ça. Mais comme elle a une fille à Montréal qui est maintenant à Vaudreuil-Dorion, elle est revenue cet été. Elle est venue avec son mari. Et là, je l'ai invitée chez nous. Et puis, j'ai dit à ma sœur de Granby de venir avec son conjoint. Fait que là, on s'est réunis pendant 2 jours, les 3 pèlerines et puis les 3 hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont connus. Mais là, j'avais un petit peu d'appréhension parce que je me suis dit, oui, on était proches, on a marché ensemble 2 semaines, mais là, ça fait quand même 1 an qu'on ne s'est pas vus. Je ne savais pas comment ça allait aller. Mais c'est drôle, c'est comme si on ne s'était pas laissé. Ça a été tout de suite super, puis on avait plein d'autres choses à discuter aussi que Compostelle. Alors, c'est magnifique. Et puis, j'ai décidé de relire encore le livre L'Expérience pèlerin que j'ai lu maintenant 3 fois. Alors, tout ça pour vous dire que ma sœur et moi, nous finissons toutes les deux grandis par notre expérience pèlerine et c'est sans l'ombre d'un doute. Je termine ici. Il y a une prière du pèlerin, si vous voulez la lire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, mais moi, je vous remercie de m'avoir écouté parce que juste d'en parler, ça m'a toujours enthousiasmé, m'avait fait passer une belle soirée en étant ici ce soir. Merci.
ça a marché. On n'a pas enregistré, il faut recommencer.